Pensez-vous que l'administration Trump ferait cela? J'ai l'impression qu'elle essaie de faire de son mieux pour ne pas impliquer Israël, en raison des difficultés qu'elle aurait avec Israël. Parce que les Israéliens feraient tout ce qu'ils veulent faire, et qu'il serait trop difficile pour eux de gérer Israël. C'est du moins ce qui était évoqué dans l'un des articles de CNN. Mais l'autre question, c'est de savoir jusqu'où Israël voudrait que les États-Unis poursuivent cette guerre. Donald Trump a encore un peu plus de 2 ans de mandat, et nous allons avoir les élections de mi-mandat. Puis plus tard, il y aura l'élection présidentielle de 2028. Et nous savons que ces 2 personnalités importantes de l'administration Trump, Marco Rubio et J.D. Vance, se préparent d'une certaine manière pour 2028. En mettant tout cela ensemble, et compte tenu du calcul des Israéliens, comment voyez-vous la manière dont Israël perçoit la situation au regard des changements internes qui se produisent aux États-Unis? Le fait est que les Israéliens ne veulent pas que nous parvenions à un accord avec l'Iran. Ça ressemble au protocole d'accord du 17 juin. Et d'ailleurs, si nous obtenons un nouveau protocole d'accord, les Iraniens auront davantage de marge de manœuvre que la dernière fois, et l'accord sera encore plus avantageux pour l'Iran. Les durs contrôlent désormais l'Iran. Ce ne sont pas les modérés qui ont élaboré l'accord du 17 juin avec les États-Unis. Les durs seront aux commandes maintenant, et leurs exigences vont augmenter. Les Israéliens ne veulent pas qu'un autre protocole d'accord soit signé puis mis en œuvre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en même temps, les Israéliens ne veulent pas que cette guerre s'intensifie d'une manière qui, premièrement, nous fasse perdre par nous, j'entends les Israéliens et les États-Unis, et en plus, qui fasse attaquer Israël par des missiles et des drones iraniens. Ils ne veulent pas de ça. Ils se trouvent donc dans une situation très délicate. Ils veulent que les Américains restent dans le combat, mais ils ne veulent pas non plus devenir eux-mêmes une cible. Ils veulent que les Américains gagnent la guerre d'une manière qui permette à Israël de rester en retrait. Je ne sais pas comment on pourrait faire ça. Je ne pense pas que ce soit possible. Et le point que j'ai soulevé à d'innombrables reprises, Nima, c'est que nous n'avons pas de stratégie pour gagner cette guerre. C'est très important de le comprendre. Pourquoi le président Trump a-t-il signé le mémorandum du 17 juin, qui est un document de capitulation? Il l'a signé parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Il n'a pas de bonne stratégie militaire pour gagner cette guerre. Or, pour une raison quelconque, il pensait pouvoir violer le protocole d'accord et ouvrir un passage dans le détroit d'Ormuz, qui était essentiellement contre les États-Unis. Pour une raison ou une autre, il pensait que la campagne de représailles qui en résulterait jouerait en notre faveur. Je n'ai pas la moindre idée de pourquoi il le pensait. Rien ne permettait de le penser. Mais, apparemment, il pensait que dès lors que nous aurions lancé cette campagne de représailles, nous sommes le 8 juillet. Rappelez-vous, le mémorandum est signé le 17 juin. Le 8 juillet, la campagne de représailles commence. Et au final, nous nous retrouvons dans un conflit que nous ne gagnons pas. Alors que va-t-il faire? Comme nous le disions tout à l'heure, il ne peut pas vraiment escalader. S'il escalade, il ne gagne pas. Ça ne fait qu'empirer. Donc je pense qu'il va devoir agir pour relancer les négociations et élaborer un nouveau protocole d'accord. Et d'ailleurs, j'ai vu certains éléments laissant penser que les Qataris, et peut-être les Pakistanais, avancent l'idée d'un cessez-le-feu de 10 jours. Et quand je vois ça, je me demande si ce ne sont pas les États-Unis qui font pression sur le Qatar et le Pakistan pour relancer les négociations. Parce qu'il est tout à fait clair que cela ne résulte pas de pression iranienne. Et les Iraniens ont, pour l'essentiel, dit qu'ils n'étaient pas intéressés par ces propositions. Mais je pense que les Américains, eux, s'y intéressent.
Je n'en ai pas de preuves irréfutables, mais je pense que ce sont les Américains qui veulent relancer les négociations. Pourquoi? Parce que cette campagne de riposte réciproque ne se déroule pas comme nous semblions penser qu'elle allait se dérouler. Et d'ailleurs, il y a un sujet dont nous n'avons pas parlé et qui est extrêmement important. Nous disposons d'un stock limité d'armes utilisables pour mener cette campagne de représailles mutuelles. L'une des raisons pour lesquelles nous avons mis fin à la guerre aérienne de 40 jours qui a déclenché ce conflit, la guerre aérienne qui s'est déroulée du 28 février au 8 avril, c'est en grande partie parce que nous commencions à manquer de munitions. Nous voulions arrêter cette campagne aérienne, cette campagne de bombardement stratégique, avant d'épuiser nos stocks. Donc si vous êtes engagé dans une campagne de représailles mutuelles qui semble devoir durer des mois et des mois et des mois, la question que vous devez vous poser, si vous êtes les États-Unis, c'est où trouver les armes nécessaires pour mener cette campagne? Je me souviens, quand l'administration Trump a été élue, ils ont dit, Pete Hegseth a dit, nous allons aller en mer Rouge. Nous allons donner une leçon à ces Yéménites, à Ansarullah. Nous allons adopter une attitude différente. Nous allons les frapper durement, pas comme l'a fait l'administration Biden. Cette fois-ci, ce sera différent. Et quand ils ont lancé cette opération, au bout de 2 ou 3 semaines, ils ont décidé de quitter la mer Rouge face aux difficultés croissantes liées aux drones touchés par les Houthis, par Ansarullah en mer Rouge. Je pensais qu'ils n'allaient pas ouvrir un nouveau front avec l'Iran. Je pensais que ce serait une énorme leçon pour l'administration Trump. Mais il semble qu'ils aient choisi la guerre contre l'Iran. Et comme vous l'avez mentionné, le temps passe et la guerre continue. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que l'administration Trump répète les mêmes erreurs, pas seulement avec cette guerre, mais aussi avec l'opération Freedom dans le Golfe Persique. Ils ont lancé cette opération. Puis, au bout de 24 heures, même moins de 24 heures, ils ont changé de décision à cause des difficultés rencontrées avec le Koweït et l'Arabie saoudite. Ils ont dit, vous n'utiliserez pas notre espace aérien. Donc, vous n'allez pas poursuivre cela. Donald Trump a dit, oh, nous allons mettre fin à l'opération. Et aujourd'hui, avec la guerre, ils répètent la même chose. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'ils ont le sentiment que chaque fois la situation va changer, que de nouveaux facteurs vont intervenir, ou que tout se répète d'une certaine manière? Parce que quand on regarde cette attitude, ça paraît tellement stupide. C'est tellement incroyable, vous savez. Personne ne peut comprendre ce qui se passe au sein de l'administration. Alors, comment comprenez-vous cela? Le fait de répéter les mêmes erreurs encore et encore, en croyant que quelque chose de nouveau pourrait en sortir. Je n'ai pas de réponse à cette question. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils pensent, comme j'ai essayé de le dire clairement. Nous n'avons aucune stratégie pour gagner la guerre. Trump a manifestement eu du mal à avaler le protocole d'accord du 17 juin, et il a décidé qu'il pouvait essayer de bousculer les Iraniens en créant ce canal dominé par les États-Unis dans le détroit d'Ormuz. Pourquoi il a pensé pouvoir faire ça? Pourquoi il a pensé pouvoir s'en tirer comme ça? Je n'en sais rien. Pourquoi il pense pouvoir gagner une campagne de représailles contre l'Iran alors qu'il n'a pas pu gagner une campagne de bombardement stratégique contre l'Iran au début de cette guerre? Ça m'échappe. Je ne comprends absolument pas. Je pense que ça tient surtout au fait qu'il y a beaucoup de gens autour de Trump qui sont mécontents du protocole d'accord du 17 juin. Ils veulent qu'il repasse à l'offensive et qu'il voit s'il peut obtenir un meilleur accord. Mais est-ce que l'une de ces personnes a une stratégie militaire en tête qui permettrait à Trump de réussir? Non. Je pense que la réponse est clairement non.
Personne n'a été capable d'exposer ou de raconter comment nous pourrions utiliser la force militaire. Permettez-moi de souligner un ou deux points sur la question que vous avez soulevée concernant l'attaque contre les Houthis, qui a eu lieu au début de 2025. Bien sûr, le président Trump arrive à la Maison-Blanche en janvier 2025. Puis, en mars, il dit, comme vous l'avez clairement rappelé, que nous allons durcir le ton avec les Houthis et que nous allons vaincre les Houthis. L'administration Biden était remplie de mauviettes et il n'était pas disposé à vraiment se montrer ferme ou à jouer dur avec les Houthis. Et nous allons le faire. Eh bien, en mai 2025, nous avons arrêté. Et d'ailleurs, Nima, l'une des raisons pour lesquelles nous avons arrêté, c'est que nous consommions des munitions précieuses. C'était le premier grand élément de preuve montrant que nous disposions de quantités limitées de munitions précieuses et que nous les utilisions contre les Houthis, premièrement. Et deuxièmement, nous ne battions pas les Houthis. Donc cette guerre s'est terminée et ce fut un échec. Il est très important de comprendre que nous avons échoué. Ensuite, le deuxième grand événement que vous n'avez pas mentionné, c'était la guerre de 12 jours, en juin 2025, du 13 au 25 juin. Les Israéliens déclenchent la guerre, et ce sont eux qui mènent l'essentiel des combats. Il y a ce jour-là, le 22 juin, où nous bombardons une série d'installations nucléaires à l'intérieur de l'Iran. Et à la fin de cette seule journée, Trump déclare victoire. Il affirme avoir anéanti la capacité nucléaire de l'Iran. Puis bien sûr, la guerre prend fin le 25 juin. Les États-Unis et Israël présentent cela comme une victoire. Et je pense que le sentiment d'avoir réussi dans cette guerre de 12 jours a contribué à amener Trump à conclure, avant les attaques du 28 février contre l'Iran, que nous pouvions de nouveau employer la force militaire contre l'Iran et que nous l'emporterions, que nous remporterions une victoire décisive. Le problème, c'est que nos objectifs étaient limités pendant la guerre de 12 jours. Nous avons visé des installations nucléaires. Mais la guerre du 28 février, qui bien sûr se poursuit encore aujourd'hui, avait des objectifs très ambitieux. Vous vous souvenez, nous avions défini 4 objectifs précis. Le premier, c'était un changement de régime. Le deuxième, mettre fin à la capacité d'enrichissement nucléaire de l'Iran. Le troisième, mettre fin à son programme de missiles à longue portée. Et le quatrième, mettre fin au soutien iranien aux Houthis, au Hezbollah et au Hamas. Ce sont des objectifs remarquablement ambitieux. Et surtout, on parle d'un changement de régime. On ne parlait pas de changement de régime lors de la guerre de juin 2025. Et dès lors qu'on vise un changement de régime, il faut se demander comment on va l'obtenir. Or, presque tout le monde comprend que la seule manière d'obtenir un changement de régime, c'est d'avoir des troupes au sol. C'est ce qui s'est passé en Irak. Le 19 mars 2003, nous sommes entrés en guerre contre l'Irak. Nous avons envahi l'Irak. C'est ainsi que nous nous sommes débarrassés de Saddam Hussein, avec des forces terrestres. Or, le président Trump a été convaincu par les Israéliens, par Benjamin Netanyahou et David Barnea, le chef du Mossad, qu'ils pouvaient, à eux seuls, utiliser la puissance aérienne pour provoquer un changement de régime en Iran. C'est une idée remarquablement stupide. Les preuves que ce n'est pas possible sont accablantes. Et c'est pourquoi nombre des principaux soutiens de Trump pensaient qu'accepter l'idée israélienne selon laquelle nous devrions entrer en guerre le 28 février et que grâce à une campagne aérienne de choc et de stupeur, incluant la décapitation des dirigeants du régime, nous remporterions une victoire rapide et décisive, relevait de l'illusion. C'était une illusion, et beaucoup des conseillers de Trump le pensaient. Mais Trump lui-même a été convaincu par les Israéliens que nous avions une stratégie capable de gagner la guerre. Nous sommes donc partis en guerre le 28 février, et cela a échoué.
Et ce n'est guère surprenant que cela ait échoué. Encore une fois, les preuves sont accablantes. La puissance aérienne, à elle seule, ne peut pas provoquer un changement de régime. Et pourtant, Trump a décidé d'essayer. Le point essentiel, c'est donc que cette opération, qui a commencé le 28 février, était bien plus ambitieuse. Et Trump, qui avait longtemps affirmé qu'il éviterait le changement de régime, est tombé dans le piège d'une opération visant à changer le régime d'un pays de 93 millions d'habitants, pleinement capable d'encaisser d'énormes frappes sans se rendre. Et au final, nous sommes dans le chaos total où nous nous trouvons aujourd'hui. L'un des grands enjeux en Asie occidentale, c'est le cas de la Palestine, le cas du Liban et le cas de la Syrie. La Syrie était censée résoudre les problèmes israéliens ou les problèmes de la région, mais il semble que cela devienne plus difficile en raison de la complexité de la situation syrienne actuelle. Il n'y a pas de gouvernement fort sur place, ni personne capable de gérer le pays. Il y a la présence de la Turquie, des États-Unis et d'Israël au sud. Et aujourd'hui, la situation en Syrie est très compliquée. Le cas du Liban est d'une certaine manière similaire. Il y a l'occupation israélienne de la partie sud du Liban. Ils ont tracé une ligne jaune, comme ils l'ont fait à Gaza. Et aller en Cisjordanie et à Gaza, vous savez à quel point c'est difficile. Vous savez, les colons en Cisjordanie, c'est impossible. Je dirais qu'il est impossible de retirer les colons de Cisjordanie. Parce que, quand vous regardez la Cisjordanie aujourd'hui, pour l'OLP et les Palestiniens en Cisjordanie, il ne reste que quelques petits points sur la carte. Alors la question se pose, aux yeux des Iraniens, aux yeux de l'axe de la résistance, du Yémen, à l'Iran, à l'Irak et au Liban, ils voient tous la question comme un tout, c'est-à-dire l'occupation et la cause de la Palestine. Et l'occupation au Liban aussi. Mais aux yeux de Washington, ils veulent isoler ces conflits. Avec l'Iran, tout se résume à l'Iran et aux États-Unis. Avec le Liban, il s'agit d'Israël et du Liban. Avec Gaza, ce sera entre Israël et les Palestiniens. Comment Washington pourra-t-il comprendre cela? Vous pensez qu'après tout, la guerre est en train de transformer la région d'une certaine manière. Mais en quoi cela aidera-t-il Washington à comprendre que tout est lié? On ne peut pas séparer les uns des autres. Est-ce que cela va se produire dans un avenir proche ou peut-être dans 10 ans? Eh bien, tous ces conflits sont liés. Vous avez tout à fait raison. Parlons donc du Hezbollah et du Liban, en particulier de l'occupation israélienne du sud du Liban. Si vous regardez le protocole d'accord, le premier article, l'article numéro 1, porte sur le Liban, sans surprise. Et cela signifie qu'il porte sur le Hezbollah. Cela vous montre très clairement que les Iraniens sont profondément déterminés à maintenir des relations étroites avec le Hezbollah, le Hamas et, bien sûr, les Houthis. Rappelez-vous, les Houthis ont annoncé aujourd'hui qu'ils fermaient la mer Rouge au transit du pétrole saoudien. Cela vous montre à quel point les Iraniens et les Houthis sont proches les uns des autres. Et la même chose est évidemment vraie concernant le Hamas, mais surtout concernant le Hezbollah. Maintenant, pour la suite, je serais prêt à parier que les Iraniens vont exiger, avant d'accepter un autre mémorandum d'entente, que les Israéliens quittent le sud du Liban. C'était en fait une partie du mémorandum du 17 juin. Mais les Iraniens n'ont pas beaucoup insisté sur ce point. On avait l'impression que le mémorandum d'entente allait être mis en œuvre sans que les Israéliens quittent le sud du Liban. Je ne pense pas que ce sera le cas dans le prochain mémorandum d'entente. Enfin, qui peut en être sûr? Mais cette question ne va pas disparaître, pour les raisons que vous avez évoquées.
Tous ces conflits sont liés entre eux. Or, et c'est très important, les Israéliens le comprennent. Leur grande crainte, c'est que les États-Unis signent un protocole d'accord qui limite leur liberté d'action dans des endroits comme le sud du Liban, à Gaza et à l'égard des Houthis. C'est cela qui inquiète les Israéliens. Ce sont davantage les Israéliens que les Américains qui veulent dissocier ce qui se passe dans le sud du Liban de ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis ou dans le Golfe Persique. Et ce sont les Iraniens qui disent que ce n'est pas possible. Les Iraniens veulent maintenir l'axe de la résistance. On ne sait donc pas très bien comment tout cela va évoluer à l'avenir. Mais les Américains vont se retrouver dans une situation très difficile, quoi qu'il arrive. Car les Iraniens vont exercer une énorme pression sur nous pour obtenir le retrait des Israéliens du sud du Liban et pour nous amener à limiter ce qu'Israël peut faire en matière d'attaque contre le Hezbollah. De l'autre côté, les Américains vont subir de fortes pressions de la part des Israéliens et du lobby aux États-Unis pour ne pas restreindre les opérations israéliennes contre le Hezbollah dans le sud du Liban. Et il est très difficile de dire comment les États-Unis vont parvenir à concilier cet ensemble de forces opposées.